Tu vas bien? Bon. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venus pour cette conférence de presse. Alors, donc je suis Adrienne Charmet de la Quadrature, je vais parler plus fort. Je vais juste faire une petite introduction pour rappeler un peu pourquoi on est là et pourquoi on vous a proposé de venir et qui nous sommes. Donc en fait, on a lancé l'invitation au nom de trois organisations qui en chapeautent plus. Tout d'abord, l'Observatoire des libertés du numérique, qui est un collectif qui s'est monté au moment de la loi de programmation militaire il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi, autour des inquiétudes très fortes sur les questions déjà de légalisation de pratiques de surveillance, et qui rassemble tout un tas d'organisations comme la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, la Quadrature du Net, le syndicat des avocats de France, le Cécile, Crest Terminal, etc. Et avec lequel on travaille depuis un an et demi au long cours et au moment des étapes législatives sur ces questions de droit, surveillance, vie privée, numérique en général. Donc rassemblant à la fois des associations historiques de défense des droits, des professionnels et puis des associations plus jeunes comme la Quadrature sur les questions numériques. Nous rejoignent sur notre opposition au projet de loi renseignement Amnesty International et Reporters sans frontières, avec qui on a déjà aussi commencé à travailler depuis un moment, et puis tout un tas il y a pas mal d'autres organisations professionnelles ou autres qui s'opposent au projet de loi, qui sont pas forcément là aujourd'hui, mais qui au moins en pensée nous accompagnent. Donc on tenait à parler assez, tous pris position les uns et les autres sur nos outils de communication et de manière officielle à propos de ce projet de loi. On a globalement, et chaque organisation va prendre très rapidement la parole ensuite avant qu'on laisse la place aux questions. On a globalement des inquiétudes communes qui tournent autour de trois questions. Plus fort. Bon, alors je vais parler plus fort. Je vais me mettre debout même. On a globalement des inquiétudes qui tournent autour de trois points. Le premier point, c'est la manière dont ce projet de loi est mené, c'est-à-dire à un rythme d'enfer qui empêche quasiment la société civile de se préparer et les parlementaires également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de réflexion. C'est un projet de loi qui est vendu comme étant un projet de loi attendu depuis 1991 qui réglerait enfin tous les problèmes du renseignement et qui est présenté en procédure d'urgence avec à peine 15 jours de battement entre la présentation au Conseil des ministres et l'arrivée à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on noie complètement sous la rapidité la société civile pour des questions extrêmement importantes. Deuxième point de ce projet de loi qui nous pose à peu près à tous un gros problème, c'est la question de la légalisation automatique des pratiques illégales. Le gouvernement dit allégal, mais en fait c'est bien illégal, c'est-à-dire que on prend des choses qui n'étaient pas autorisées, qui étaient considérées comme des infractions, et on les légalise massivement, sans réellement se réfléchir à l'impact que ça peut avoir et à la manière dont c'est fait et à la justification de tout ça. Également des inquiétudes très fortes sur les pratiques nouvelles ou pas, on ne sait pas si c'est déjà pratiqué, de surveillance de masse, et je pense qu'on en parlera, et notamment des fameuses interceptions sur les réseaux qui, quoi qu'en disent Monsieur Valls ou Monsieur Urvoas ou Cazeneuve, sont bien des pratiques de surveillance de masse, donc on reviendra dessus, qui n'ont rien à envier à ce que fait la NSA. Et dernier point, la question du recours, qui est aussi quelque chose à clarifier. Le gouvernement a présenté ce projet de loi en disant: vous inquiétez pas, il y a énormément de recours pour les citoyens. Il y a vraiment un encadrement fort avec cette future commission de CNCTR. Si on lit correctement le projet de loi, on se rend compte que le recours est inapplicable, quasiment inexistant. Et donc c'est pour nous un point majeur d'opposition à ce projet de loi.
Donc je vais laisser la parole à Monsieur Tartakovsky pour la LDH et vous avez vu, je le dis du premier coup. Et puis ensuite on entendra Amnesty, Reporters sans frontières, le syndicat de la magistrature, le Cécile et la Quadrature du Net. Voilà. Je vais me lever aussi. Je vais me clipper le micro. Bonjour à toutes et à tous, surtout à ceux du fond. Bravo pour votre courage, votre patience. Merci d'être venus. La Ligue des droits de l'homme est partie prenante de cette mobilisation sur la base d'inquiétudes profondes et fondées. D'abord sur la méthode, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement nous dit notre projet de loi est vertueux. Il vise à donner un cadre enfin légal et clean à des pratiques qui étaient des pratiques de fait délinquantes et liberticides. Mais il y a bien évidemment une contradiction forte entre la proclamation de la vertu et l'adoption de la procédure d'urgence et la tonalité des rencontres que nous avons pu avoir avec Urvoas ou le ministère de l'Intérieur, qui est celle d'une écoute polie mais déterminée. Quoi que nous disions, ce gouvernement veut aboutir au projet tel qu'il est et ne s'inscrit absolument pas dans une logique d'amendement, sauf d'amendement sécuritaire. Deuxième élément, c'est qu'il est vendu comme un projet de loi contre le terrorisme à l'opinion publique. Or, il s'agit d'un projet de loi sur le renseignement, ce qui est beaucoup plus vaste, et cette confusion n'est pas sans conséquence. En ce qui nous concerne, quand on nous propose un fichier, un projet de loi sur le renseignement, quelque chose qui est potentiellement dangereux pour la liberté des citoyens, des citoyennes et les droits collectifs, la question que nous nous posons, c'est celle des garanties. Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Est-ce qu'il y a une effectivité de la défense des droits, des libertés? Or là, il n'y en a pas. Notre préoccupation se cristallise sur plusieurs champs. D'abord, le champ qui est ouvert à cette loi du renseignement est non seulement immense, mais il est amalgamant. C'est-à-dire que cela va du terrorisme à la défense nationale, ce qui en soit une expression très très vague et très très large, en passant par l'encadrement des mouvements de masse. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que ça peut impliquer les organisations politiques, les organisations syndicales, le mouvement associatif. On retrouve exactement l'esprit qui avait présidé à la création du fichier de sinistre mémoire dit Edwige. C'est un projet qui organise l'impunité des agents de l'État. C'est un projet de l'État, pour l'État, qui renvoie le juge judiciaire dans ses buts et qui privilégie le règlement administratif de façon absolument systématique. Alors on nous dit il y a des garanties. Il y a des garanties. Par exemple, le Conseil d'État jouera un rôle. Mais là, je pense que le syndicat de la magistrature en dira un mot, mais on est en train de monter une usine à gaz absolument terrifiante. Parce que quand un juge instruira, s'il fait bien son métier, à un moment donné, il posera la question au Conseil d'État de savoir si son instruction est bien légitime, et à partir de là, soit il continue son instruction en courant le risque que le Conseil d'État lui dise « Ah ben non, finalement, votre truc, ça va pas du tout, c'était pas légal, faut tout refaire », et dans ce cas-là, je sais pas très bien ce qu'on aura gagné, soit il continue et il tient pas compte de l'avis du Conseil d'État, et dans ce cas-là, on a organisé un conflit au sein de la magistrature et de la Constitution qui est assez terrifiant. Voilà, il y a au-delà toute une série de questions qui sont posées sur la généralisation de l'intrusion et l'absence de garantie sur l'intrusion. Alors je pense que d'autres en parleront, mais les techniques qui sont des techniques de pêche au chalut et non pas de pêche à la mouche, avec des écoutes qui sont généralisées, risquent d'aboutir à des situations qui peuvent être tout à fait drôlatiques. Si on fait une écoute, par exemple, à côté du palais de justice, le secret du délibéré passera à l'as parce que n'importe quel agent de l'État aura accès à ce qui se sera dit dans telle ou telle salle sur des sujets qui n'ont pas vocation à être rendus publics ou connus. Pour l'essentiel, c'est un projet de loi qui s'inscrit dans une logique purement sécuritaire et essentiellement liberticide. C'est un projet de loi qui, en son fond, ne fait pas confiance à la société, mais demande à la société de faire confiance à l'État. Or, ce que nous avons appris, et nous avons eu le temps de l'apprendre, c'est que face à l'État, il ne faut pas de la confiance, il faut des garanties. Je vous remercie.
Oui, bonjour, Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty. Ah, d'accord. Je le mets sur la liste. Voilà. Oui, donc bonjour, je suis Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France. Et Amnesty International qui mène actuellement une campagne dont vous avez ici le hashtag donc Unfollow Me, qui est une campagne mondiale. Nous travaillons sur ces questions de surveillance de masse maintenant depuis un certain temps. Et ce qui nous inquiète, nous, particulièrement à travers ce projet, c'est qu'il s'inscrit dans la lignée des réformes et du processus régressif en termes de liberté d'expression et liberté des droits qui s'est accéléré depuis le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va légaliser. Or, ce que ce gouvernement semble oublier, c'est qu'on ne peut pas légaliser, rendre légal ce qui est illégal au regard du droit international. Certes, la notion de surveillance existe, mais pour cela, cette surveillance doit être d'abord ciblée. Elle doit s'appuyer sur des éléments à charge irréfutables. Elle doit également être destinée à atteindre un objectif qui est légitime. Les moyens mis en œuvre doivent être proportionnelle à l'obtention, à l'atteinte de cet objectif légitime, et elle doit être non discriminatoire. Or, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que c'est le cas, mais c'est impossible. Il n'y a aucune loi de surveillance de masse qui puisse être conforme au droit international. Alors, moi, différents aspects vont être abordés. Moi, je voudrais revenir sur un des aspects, notamment, c'est celui du champ d'application de cette loi. Il est étendu notamment à la défense des intérêts de la diplomatie française. C'est un champ qui nous inquiète particulièrement parce que c'est très vague. Que sont les intérêts de la diplomatie française? Nous avons pu voir ces dernières années entre la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, j'en passe et d'autres, et y compris les États-Unis, que les intérêts de la diplomatie française sont parfois quelque peu éloignés des droits humains. Et notamment, on l'a vu aussi avec l'adoption de la loi d'adaptation de la Cour pénale internationale en France. Nous savons par Edward Snowden que la France a un programme de coopération avec la NSA, le programme Lustre, par lequel ils échangeraient des informations. Et même si nos sources n'ont pas pu être vérifiées, ce que nous savons, c'est que la France exerce de la surveillance de masse déjà à travers les services de renseignement à l'étranger. Or, notre crainte est simple. Effectivement, les journalistes, vous êtes très sensibles à la question de la protection des sources. Il faut savoir que le net, Internet, les réseaux sociaux ont permis des avancées énormes en ce qui concerne la dénonciation et la protection des droits à travers le monde. Or, nos communications se font par Internet, elles se font par les réseaux et par des systèmes qui sont plus ou moins protégés. Aujourd'hui, légaliser le fait que, finalement, parce que c'est la question qu'on est tout à fait légitime à se poser, les échanges que nous pourrions avoir avec justement des défenseurs, des avocats, des journalistes à travers le monde qui nous font confiance parce que, et ils le font par le biais d'Internet, eh bien, pour nous pose au-delà de la surveillance de masse, même en France, pose vraiment des questions majeures. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre campagne, d'ailleurs, au mois de mars, nous avons saisi la Cour européenne des droits de l'homme avec d'autres associations pour contrer en tout cas pour que la Cour se prononce sur la légitimité de la surveillance de masse exercée par le gouvernement britannique. Nous venons également de déposer plainte aux États-Unis par rapport à la surveillance de masse exercée par la NSA, toujours dans cet axe de protection des libertés fondamentales et de protection justement des défenseurs et de notre travail. Notre crainte aujourd'hui, c'est que, eh bien, en France, le système qui est proposé, cette nouvelle réforme, eh bien, qui soi-disant légalise, eh bien, légaliserait ce qui n'est pas admissible au niveau du droit international et qui met en jeu ces droits en France, mais aussi à l'étranger. Merci. Bonjour. Il ne s'agit pas simplement de questions symboliques. Il s'agit de défendre la réalité de certaines libertés. Je voudrais resituer ce projet de loi sur le renseignement dans un contexte. Depuis 2013, il y a une accumulation de textes qui compromettent ou peuvent compromettre
certains aspects de la liberté de l'information et du travail des journalistes en France. Ça a été d'abord la loi sur la programmation militaire, la loi de programmation militaire, pardon, en 2013. C'était la loi sur le terrorisme. C'est aujourd'hui le projet de loi sur le renseignement. Et, comme l'ont annoncé des membres du gouvernement, ce peut être demain de nouveaux dispositifs juridiques faisant sortir de la loi de 1881 des infractions d'injures et diffamations aggravées. L'ensemble de ces textes ont, vis-à-vis des pratiques journalistiques, représentent trois dangers. Le premier, c'est la soustraction de questions de censure au regard des juges. De plus en plus, l'accumulation de textes fait que les juges peuvent de moins en moins statuer sur certains aspects relatifs aux questions de censure. J'y reviendrai sur le blocage des sites. C'est l'altération des procédures protectrices de la liberté de la presse. Et enfin, et c'est l'objet de notre présence ici ce matin, la mise en place de systèmes de surveillance qui ne présentent pas de garanties suffisantes et qui peuvent compromettre et la protection des sources et la protection du travail des journalistes, et notamment des journalistes d'investigation. L'atteinte au secret des sources, il peut lui être donné libre cours à travers un projet de loi tel que le projet de loi sur le renseignement, dès lors que ce projet de loi ne prévoit pas d'exception. Alors, les exceptions peuvent être prévues évidemment pour d'autres professions, telles que les avocats. Le mandat de Reporters sans frontières étant la défense de la liberté de l'information, moi je me cantonnerai à parler des journalistes. Mais la loi de programmation militaire, déjà, mettait en place des collectes de données sans mécanisme de contrôle indépendant. Là, si ce projet de loi devait être adopté, ce serait des collectes d'informations bien plus grandes qui pourraient être légalisées, la collecte de métadonnées, l'interception de communication, la surveillance de lieux privés, et tout cela au nom de la lutte contre le terrorisme, de la défense des intérêts diplomatiques, du respect des engagements européens de la France. Or, aujourd'hui, la législation sur le secret des sources est insatisfaisante. La loi de 2010 est insatisfaisante. Le président de la République avait, lors de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, annoncé un projet de loi qui n'a jamais été adopté, dont d'ailleurs, lors de son étude par la commission des lois, le contenu était très insatisfaisant. C'est pas le lieu de revenir sur le contenu. Le président de la République, après les attentats à Charlie Hebdo, a annoncé que ce projet de loi serait à nouveau serait soumis au Parlement, mais ça n'est pas le cas à ce jour. Et de toute façon, les exceptions à la liberté de l'information qui étaient prévues, et notamment il y avait des notions d'intérêts fondamentaux de la nation qui remplaçaient l'impératif prépondérant d'intérêt public, en tout cas des exceptions beaucoup trop larges et prêtant beaucoup trop à interprétation pour que la protection des sources des journalistes soit garantie. Et c'est pourquoi, là, vraiment, Reporters sans frontières demande qu'une exception journalistique soit prévue. Même la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a fait observer que c'était une lacune des textes. Et j'en profite, puisque je resituais dans le contexte, pour dire que le blocage administratif des sites, sans l'intervention de juges qui a été mise en œuvre il y a quelques jours, a prouvé combien il était légitime de s'opposer au mécanisme prévu. Je donne un exemple. L'un des sites qui n'appelait pas clairement de l'avis général, y compris de journalistes qui ont mené des enquêtes au djihadisme, a été bloqué simplement parce qu'il avait diffusé le contenu d'un discours du calife autoproclamé al-Baghdadi, qui n'est sans doute pas un personnage très sympathique, mais ce serait aberrant qu'on se retrouve dans un pays où on peut se voir ses contenus bloqués au motif qu'on a diffusé de tels contenus. Il y a le droit de citation, il serait quand même aberrant qu'on ne puisse pas citer. On ne méconnaît pas qu'il puisse y avoir de la propagande et des propagandes qui sont dangereuses, mais c'est important, justement, ces questions de frontières entre des propagandes qui peuvent être extrêmement dangereuses et dont la diffusion peut légitimement être empêchée, et entre le droit à l'information, pour faire la séparation, c'est important qu'il y ait des mécanismes, des garanties, et notamment la présence de juges.
Que des activités de renseignement soient menées, c'est une chose, mais en aucun cas, ça ne saurait être au prix de la réduction du pluralisme d'une part et de l'empêchement, de l'affaiblissement du journalisme, notamment du journalisme d'investigation d'autre part. Amnesty et Christophe Deloire, et je passe la parole à Laurence Bisson du syndicat de la magistrature. Je suis plus petite, mais j'espère que ma voix portera malgré tout. Bonjour, Laurence Bisson, je suis secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, aux côtés de ces organisations et au sein de l'Observatoire des libertés et du numérique, est particulièrement engagé pour qu'un débat véritable, démocratique, ait lieu aujourd'hui sur cette loi sur le renseignement. Et ça a déjà été dit, mais il faut le répéter, et je pense qu'il faut le seriner pour que nos concitoyens l'entendent, ce n'est pas une loi contre le terrorisme, c'est une loi sur le renseignement. Et ça va évidemment bien au-delà de la lutte contre le terrorisme, mais il faut savoir replacer les termes du débat. Il faut savoir rappeler qu'est-ce que c'est que le renseignement. Le renseignement, c'est le fait que des agences qui travaillent dans l'opacité recueillent des informations, anticipent, et le texte le dit, peut avoir comme rôle d'entraver les menaces et les risques. Et encore une fois, quand on entend entraver les menaces et les risques, on n'est pas en train de parler du risque terroriste uniquement. On est en train de parler de tous les objectifs, toutes les missions qui sont données à ces services dans ce texte, qui vont de la protection des intérêts économiques de la France, et on entend bien par là la protection des entreprises nationales ou des multinationales qui pourraient avoir leur siège en France, la protection contre les violences collectives, nous dit-on, on entend bien là le risque de débordement vers des formes de police politique qui se préoccupent des mouvements sociaux, qui fassent porter sa surveillance et cette mission d'entrave, encore une fois, c'est très important de le savoir, sur des mouvements politiques qui n'auraient pas l'heure de plaire. Il faut replacer les termes du débat autour d'un droit fondamental qui est mis de côté, ou en tous les cas pas mis en avant aujourd'hui par la présentation gouvernementale, qui est le droit fondamental à la sûreté. L'un des premiers objectifs de ce texte, c'est l'exposé des motifs qui le dit, c'est de protéger les agents. De protéger les agents du renseignement contre un risque pénal. C'est un dévoiement incroyable dans un projet de loi sur le renseignement que de dire que le premier objectif, c'est de protéger les services. Bien évidemment que lorsqu'on parle de renseignement, ce dont on doit parler, c'est du droit fondamental à la sûreté. On l'a pas inventé, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le droit fondamental à la sûreté, c'est la protection de chacun des citoyens contre l'arbitraire, contre les abus de la puissance publique. Or, ce qui est proposé dans ce projet de loi, c'est non seulement des pouvoirs extrêmement intrusifs qui seront plus détaillés par d'autres intervenants, mais c'est des pouvoirs qui restent entre les mains du Premier ministre. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est oui, lorsqu'on parle de renseignement, on parle de raison d'État, on parle d'un pouvoir d'État, et alors que le discours qui est produit autour de ce texte est celui d'un encadrement démocratique, c'est ce qui est vendu par le gouvernement aujourd'hui, la logique de l'encadrement, on voit bien que dans le refus de consacrer un réel contrôle a priori des mesures de police qui vont être mises en œuvre, on est dans cette logique étatique qui dit non, circuler, il n'y a rien à voir, on va instaurer un contrôle a posteriori, on va vous donner des garanties qui vous donneront l'impression qu'il y a un encadrement, mais au fond, ce texte reste sur cette logique de la puissance publique doit pouvoir tout faire en matière de renseignement, alors même qu'on a constaté cette extension du champ d'intervention du renseignement. Le refus de ce contrôle a priori se manifeste dans le projet par la création donc de cette CNCTR, Commission nationale du contrôle du travail du renseignement, je ne sais plus ce qu'est le T, des techniques de renseignement, pardon,
Et cette CNCTR, c'est intéressant parce qu'en fait, elle donne un simple avis. Et si son avis n'est pas suivi, peu importe, le Premier ministre peut décider de placer des micros dans le domicile de quelqu'un parce qu'il serait susceptible de compromettre la politique énergétique d'une entreprise nationale, parce que il serait susceptible de participer à des mobilisations collectives. Cette commission, elle va émettre un simple avis, mais c'est le Premier ministre qui décide. Et à vrai dire, dans un certain nombre de cas, la loi dit, même si la commission ne rend pas son avis, le Premier ministre peut décider et la technique intrusive peut être mise en place. Quand l'avis de cette commission est négatif, le Premier ministre en fait ce qu'il en veut. On est clairement sur une logique qui n'est pas une logique de contrôle a priori. On a une commission qui va donner un avis. Très bien. Cet avis ne sera pas suivi des faits. Que peut faire cette commission? Elle pourra enjoindre au Premier ministre de modifier sa décision. S'il ne le fait pas, elle pourra uniquement saisir le Conseil d'État et avoir cette voie de recours-là. Est-ce qu'on pense que c'est suffisant lorsqu'on parle de techniques aussi intrusives que celle de placer des micros chez des personnes? Je rappelle que, de la même manière que le droit à la sûreté est un droit fondamental, le principe de l'inviolabilité du domicile et le droit à l'intimité et la liberté fondamentale qui l'assure sont des droits absolument fondamentaux dans notre démocratie. On est dans un système dans lequel, concrètement, on refuse qu'il y ait un véritable droit de regard indépendant de l'exécutif, indépendant du politique, sur des mesures particulièrement intrusives. Et lorsqu'on parle de ce contrôle faible, il faut dire que ce contrôle, il est faible parce que cette autorité, d'ailleurs composée en partie de parlementaires, parce que cette autorité, elle n'aura qu'un pouvoir d'avis, mais aussi parce que, pour pouvoir autoriser des mesures particulièrement attentatoires aux libertés, les critères qui sont retenus par la loi sont tellement larges que, nécessairement, il pourra y avoir un usage très large de ces mesures de surveillance. Le contrôle a posteriori par le Conseil d'État. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle. Le Conseil d'État n'a pas de contrôle sur ce sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes un citoyen, vous pensez que vous faites l'objet d'une mesure de surveillance. Vous pourrez saisir le Conseil d'État, il faudra d'abord passer par la commission CNCTR, parce qu'il faudrait quand même pas que les choses puissent aller trop vite. Et puis, devant le Conseil d'État, vous ne saurez pas, personne ne pourra dire s'il y a eu véritablement une mesure de surveillance à votre encontre. Vous n'aurez aucun moyen de vous défendre, alors même que l'administration, elle, pourra être entendue par le Conseil d'État et pourra donner des explications qui vont au-delà de ce qu'elle a écrit dans sa motivation. Si le Conseil d'État invalide, dit que la technique utilisée a été irrégulière, eh bien, vous saurez qu'on a fait droit à votre demande. Vous ne saurez pas même quelle a été la technique qui a été utilisée, qu'est-ce qui a été surveillé, qu'est-ce qui a été fait, pendant combien de temps. Les éléments seront détruits, c'est certain, mais ce contrôle, il est clairement illusoire, d'autant que c'est le secret défense qui prévaudra. Il n'y a aucune possibilité d'avoir un avocat dans cette procédure. Les juges du Conseil d'État, eux, seront habilités secret défense et donc pourront consulter ces pièces, mais vous, ou la personne, je dis vous, mais j'espère que vous ne serez pas concernés, mais malheureusement, rien ne peut le garantir. Et c'est bien le problème de ce projet, c'est qu'il légalise des pratiques, étend le champ du renseignement et crée un contrôle qui est illusoire et qui, surtout parce qu'il refuse le contrôle a priori, n'est pas un contrôle réel. Juste pour replacer les choses dans leur contexte. Quand on a commis une infraction pénale, ou quand on est suspecté de commettre une infraction pénale,
C'est un juge indépendant qui décide de l'utilisation des techniques qui sont concernées. Les écoutes téléphoniques, la sonorisation de votre domicile, donc le fait de mettre des micros, la question des balises, le fait de vous suivre. Toutes ces atteintes aux libertés, elles sont décidées par un juge. Et a posteriori, dans la procédure, vous pouvez contester ensuite ce qui a été fait. On parle d'une infraction pénale. Le renseignement, c'est bien au-delà de la situation où on peut vous reprocher une infraction pénale, et c'est bien au-delà de la situation où on peut penser que vous allez commettre une infraction pénale déterminée. Et c'est là que ce texte est profondément liberticide, c'est-à-dire qu'il entérine la possibilité pour une autorité politique de mettre en œuvre avec un contrôle absolument limité des mesures de surveillance extrêmement larges, au contraire, et qui seront évoquées, puisqu'on a à la fois des mesures de surveillance ciblées, très intrusives, mais aussi des mesures de surveillance généralisées qui ont été dénoncées quand elles ont eu lieu dans d'autres pays, et qu'aujourd'hui, il serait temps de regarder droit dans les yeux. Je vais en finir simplement sur le fait de dire, lorsqu'on parle de renseignement, c'est un enseignement important qui est de dire il ne faut pas s'en remettre à une pratique correcte des agents de l'État lorsque c'est d'eux qu'on peut redouter un glissement vers des techniques de l'État policier. C'est pas de dire on a une défiance de principe vis-à-vis des services de renseignement, c'est ce qui a été dit plus tôt, c'est l'État doit fournir des garanties. Parce que lorsqu'il y a des risques de dérive, on ne peut pas penser une loi sans les prendre en considération et sans les intégrer totalement aux dispositifs qui sont créés. Or, là, on crée non seulement un dispositif dans lequel il n'y a pas de contrôle sérieux sur ces techniques intrusives de renseignement, mais on empêche le contrôle démocratique, on l'empêche par deux biais, celui que j'ai expliqué plus tôt qui est de dire si même le Conseil d'État a jugé qu'une technique était illégale, personne n'aura l'information sur ce qui a été fait. La deuxième chose, c'est l'article 7 de ce texte qui devrait vous préoccuper, qui étend la pénalisation de la révélation sur l'existence de mesures de surveillance, même illégales. C'est-à-dire que toutes les mesures de surveillance qui pourraient être mises en œuvre, si vous révélez l'existence de cette mesure, même si elle était illégale, c'est une infraction pénale. Il n'y a aucune limitation à cette pénalisation. Ça signifie que, si on réfléchit en termes de lanceur d'alerte, de dénonciation politique, journalistique, de pratique des services de renseignement, on est dans une impunité totale assurée par cette pénalisation. C'est aujourd'hui extrêmement préoccupant qu'on soit dans cette logique et dans ce débat, et c'est extrêmement important qu'il puisse y avoir un sursaut, encore une fois, pour dire on est en train de parler de renseignement. Le renseignement, jusqu'à peu, c'est quelque chose qui faisait peur jusqu'aux hommes politiques, parce qu'ils voyaient bien qu'ils pouvaient en être les victimes. Il est temps qu'il y ait un sursaut citoyen pour se rendre compte qu'on n'est pas en train d'assurer la sécurité des citoyens, on est en train d'assurer la surveillance généralisée des citoyens. Donc je passe la parole à Sylvain Ster du Cécile. Toi, tu peux présenter très très rapidement le Cécile. Donc effectivement, j'interviens pour le Cécile, donc le centre d'études sur la citoyenneté, l'informatisation et la liberté. Donc c'est peut-être un peu moins que les autres associations qui m'ont précédé. Donc c'est une association qui a pour objectif de réintroduire le champ informatique et liberté dans le débat public, de permettre aux citoyens de s'investir sur ce sujet et de pouvoir résister aux dangers de l'informatisation de la société, au fichage et tout ce qui touche au fichage et au contrôle social. Donc à ce titre, nous sommes extrêmement préoccupés par le projet de loi qui nous est soumis. Donc seulement pour insister sur deux points, alors sans dire que cette loi se limite, mais pour m'appuyer sur mes camarades. Deux éléments sur lesquels on souhaite insister. Donc tout d'abord la pratique du blanchiment légal. Donc effectivement, qu'on a déjà évoqué, mais le fait qu'on considère que des pratiques qui jusqu'ici étaient illégales doivent être impérativement légalisées parce que déjà utilisées, ce qui relève de l'étude d'impact et des déclarations sur le projet pose déjà problème. Alors effectivement, il y avait sûrement un besoin de légaliser. L'article 34 de la Constitution française impose
impose à la loi de poser les garanties des citoyens face aux impératifs de la défense nationale. Et la France fait office de mauvais élève sur la question parce qu'effectivement on est les derniers à ne pas avoir au niveau européen avoir de loi sur notre renseignement. Donc nécessité d'une loi sûrement, mais dans quelles conditions? Et on l'a déjà bien rappelé, l'urgence qui est imposée sur ce texte, donc la procédure accélérée, les délais extrêmement resserrés de discussion sur la question pose vraiment problème quand jusqu'ici les vrais débats qui ont eu lieu sur le renseignement, on a eu la loi de 91 sur les interceptions. On a eu un peu de discussion lors de la loi de programmation militaire, mais à part ça, effectivement, toutes les petites touches qui ont été faites depuis 2007 au régime du renseignement ont été très peu discutées, très peu envisagées dans le débat public. Donc une vraie nécessité qu'il y ait eu un débat sérieux sur cette question, avec une consultation en amont de la société civile qui n'a pas eu lieu et qui là est organisée dans l'urgence avant l'examen du projet de loi au Parlement. Donc on peut s'interroger sur cette légalisation qui va questionner sur ce qui relève de neuf ou d'existant dans le projet de loi. On dit voilà, il y a des pratiques qui étaient déjà effectuées sans effectivement préciser lesquelles, mais on peut se demander effectivement qu'est-ce qui vient être légalisé et qu'est-ce qui est nouveau. Donc est-ce que par exemple les deux nouveaux champs qui permettent le renseignement, donc les violences collectives risquant la paix publique, la politique extérieure, est-ce qu'ils étaient déjà dans le spectre des activités des renseignements? Et du coup, est-ce que si le Parlement décide d'amender le texte et de supprimer un certain nombre de ces dispositions, est-ce que des choses qui pouvaient autrefois faites illégalement vont s'arrêter? Est-ce qu'il y aura un véritable mécanisme de contrôle sur des choses qui jusqu'ici étaient totalement illégales? Ou est-ce que du coup les services ayant été habitués à fonctionner comme ça, continueront sans trop de soucis? Donc il y a au moins quelque chose qui nous semble manquer impérativement dans ce texte, c'est un mécanisme de contrôle réel qui permettent à la CNCTR ou à une autre commission éventuellement de s'assurer que si pratique illégale il y a, elles seront sanctionnées ou en tout cas il y aura une véritable procédure d'enquête, soit par un juge judiciaire ou dans un autre cadre. Donc l'autre point, alors qui a déjà fait couler le plus d'encre, je suppose, et qui est peut-être le plus problématique, mais il y en a beaucoup, c'est ce que certains d'entre vous ont appelé les boîtes noires installées donc chez les opérateurs réseau. Donc effectivement, la loi introduit un dispositif qui permet, alors pour les besoins de prévention du terrorisme, aux services de renseignement d'installer chez les opérateurs, chez les fournisseurs d'accès à Internet, des dispositifs destinés à révéler sur la seule base de traitement automatisé d'éléments anonymes une menace terroriste. Donc quelque chose que les opérateurs ne seront pas en mesure de refuser, les services de renseignement pourront l'imposer, et qui du coup permettra de surveiller intégralement toutes les communications. Donc on est là vraiment on s'éloigne de très loin de ce qui nous a pourtant été évoqué, donc on fait pas de la pêche au filet, on est clairement dans le filet, on va surveiller tout le monde, toutes les communications, toutes les interactions des citoyens sur le réseau. Éventuellement, les mailles du filet seront relativement larges pour éviter de récupérer trop de monde, et on a déjà eu des déclarations sur la question, de dire, on peut pas surveiller tout le monde, ne serait-ce qu'en raison de moyens humains, mais quand même, on va surveiller tout le monde, sur le principe, et après, on va sortir que des gros poissons. Alors, déjà, quels poissons risquent de se faire prendre dans les mailles du filet? Probablement pas seulement ceux qui seront directement visés, mais on est quand même directement dans de la surveillance de masse. Donc des boîtes noires qui nous questionnent énormément, parce qu'on est vraiment là dans la surveillance algorithmique, dans une délégation confiée à la technique d'analyser les pratiques de nos concitoyens et d'analyser celles qui pourraient être considérées comme déviantes. Et donc cette évolution, donc on va essayer de repérer des signaux faibles en essayant d'évoluer les curseurs. Ces signaux, donc ces types de recherches, ces personnes qui vont se connecter, le fait de faire que des brouillons sur une boîte mail, ce type de choses vont signaler des comportements terroristes. Pose problème. Alors déjà parce que dans les méthodes qui pourront être mises en place, il y a toujours cette volonté qui se traduit de mesure en mesure d'installer donc des mesures d'inspection profonde des paquets, donc de surveillance vraiment de ce qui transite dans les réseaux, ce qui pourrait être fait au niveau des fournisseurs d'accès Internet, mais aussi éventuellement donc des dispositifs mis chez les moteurs de recherche et les hébergeurs de contenu pour dire tel contenu, telle recherche peut poser problème. Un
des porteurs du projet ayant clairement exprimé son souhait d'avoir une personne habilitée secret défense chez Google pour pouvoir discuter directement avec eux. Cette surveillance, elle a une conséquence directe de surveiller les personnes qui vont se faire pêcher au filet par ces dispositifs, mais elle a une conséquence indirecte qui est aussi le censure de nos pratiques. À partir du moment où on sait que en ayant potentiellement certains marqueurs qui vont permettre de nous placer dans le champ de la surveillance, on risque de s'auto-censurer, dire voilà, je vais pas faire une recherche sur tel ou tel sujet, je vais pas avoir tel type de comportement. Et du coup, une surveillance qui vient à la fois viser les potentiels terroristes, ou en tout cas les apprentis terroristes, parce qu'on là on est vraiment dans la détection précoce. Le but c'est pas encore des personnes qui sont passées à l'acte terroriste, mais qui potentiellement pourraient être amenées à, etc. Donc vraiment aussi un mécanisme de pénalisation avant qu'aucun crime ne soit commis, avant qu'aucun problème ne soit causé, mais aussi une surveillance de tous les citoyens et une autolimitation des pratiques. On ne connaîtra pas les critères de surveillance, donc forcément on va se limiter bien plus que même la réalité ne le justifierait. Et un problème en termes de citoyenneté à ce niveau-là. Donc on peut s'étonner que la délégation parlementaire, après avoir traité Edward Snowden d'idiot utile au service des groupes terroristes, en fin de compte, considère que les révélations Snowden étaient plutôt un guide des bonnes pratiques, plutôt que des révélations problématiques en termes de liberté fondamentale. Et emploie la même défense que la NSA en disant voilà, on fait pas de la surveillance de masse, c'est que des métadonnées, donc métadonnées qui permettent d'identifier déjà très précisément les personnes, et au-delà de ça, une désanonymisation possible et extrêmement facile, demandée seulement par le Premier ministre, sans contrôle de la CNCTR, sans contrôle d'aucun organisme. On veut désanonymiser, on désanonymise. Les algorithmes, le dispositif de la loi ne prévoit pas quel sera le mécanisme d'avis de la CNCTR. Si on veut les faire évoluer au fil de l'eau, comme cela semble être exprimé, normalement on pourrait estimer qu'il y aurait un besoin que chaque modification passe devant cette commission, ce qui serait peut-être un peu lourd en pratique, mais qui au moins garantirait quelques libertés. Apparemment, ça semble pas être le cas. On donne une autorisation pour aller sur tel fournisseur d'accès Internet, sur tel opérateur, et après, une fois que c'est installé, on modifie au fil de l'eau selon les besoins actuels. Donc, on nous a aussi dit que le renseignement doit être considéré comme un service public. Je pense que c'est important de rappeler que c'est pas le cas, que le renseignement est un service au service du pouvoir en place, et que du coup, on peut espérer que nos parlementaires défendront un certain nombre de nos libertés face à ce projet de l'exécutif. On va terminer avec Félix Tréguer de la Quadrature du Net. Je vais dire un mot très vite pour ne pas répéter les éléments d'analyse qui ont déjà été fournis. Simplement vous dire qu'on a publié dans l'urgence sur le wiki. C'est pas du tout une position officielle de la Quadrature, mais simplement un des éléments de réflexion à l'analyse collective en cours. Donc sur le wiki, c'est une page qui s'appelle « Amender le PJL renseignement » et qui présente une critique un peu systématique. Il y a certains des points qui ont été évoqués qui n'y figurent pas encore, mais donc qui seront amenés à être rapidement ajoutés à cette page qui recense un peu les critiques portées contre le projet. Ouais, elle est sur Twitter, elle a été tweetée avec un garage. Moi, je voulais simplement revenir sur la stratégie de communication du gouvernement qui a déjà été mentionnée, et notamment l'idée qu'on se distinguerait à travers ce projet de loi des pratiques qui ont cours aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, les pratiques des agences anglo-saxonnes qui ont fait l'objet des révélations d'Edward Snowden depuis près de 2 ans. Cette technique-là, elle marche d'autant mieux que, en fait, le gouvernement, depuis 2 ans, en fait, a fait aucune transparence, a réussi à faire une espèce de politique de l'autruche et à faire le gros dos, en fait, face à ces révélations et au débat mondial qui s'en est suivi en matière de surveillance des communications. Et que du coup, même les révélations dans la presse concernant les pratiques de la DGSE en France, les collaborations dans le programme Lustre notamment dont il était question tout à l'heure, tout ça a fait l'objet d'aucune intervention publique claire, d'aucune transparence. Donc, par contre, effectivement, les services et l'État devaient avoir peur de tomber, notamment sous le coup de ces controverses et des décisions et des recours juridiques qui sont en cours partout en Europe, devaient avoir peur d'être bientôt condamné par la CEDH. C'est un élément qui est souvent mis en exergue par Jean-Jacques Urvoas pour défendre la nécessité de ce projet. Malheureusement, les attentats meurtriers de janvier dernier ont fourni le contexte politique et émotionnel permettant, enfin en tout cas
qui a conduit les promoteurs de ce projet de loi à estimer que c'était le bon moment pour tenter de le faire passer. Et donc voilà, cette stratégie de communication qui consiste à dire que de toute façon, Manuel Valls explique que le projet interdirait la surveillance de masse, ce qui est un mensonge pur et simple. Et en fait, quand on regarde dans le détail de ce texte qui est annoncé comme une grande loi de principe et qui est en fait un texte éminemment technique, on voit que c'est pas le cas. Par exemple, si on regarde l'article proposé L851-4 sur les mouchards dont il était question tout à l'heure, l'espèce de boîte noire algorithmique placée en cœur de réseau, ça ressemble très fortement à la loi RIP Act britannique qui a été adoptée en 2000 et qui installait des black box sur les réseaux britanniques et qui constitue une pièce centrale dans le dispositif de surveillance mis en place par le GCHQ aux États-Unis. Quand on regarde, ça c'est quelque chose qui est un peu passé sous le radar jusqu'à présent, l'article et les mesures concernant la surveillance internationale. Alors c'est présenté comme une avancée puisque généralement on n'encadre même pas ce genre de surveillance internationale, sauf que la manière dont est définie la surveillance internationale dans le projet de loi, c'est les communications émises ou reçues à l'étranger. C'est-à-dire que, alors j'ai pas le chiffre exact, mais l'essentiel des communications Internet sont évidemment à direction et en provenance de serveurs situés en dehors des frontières nationales, ce qui fait qu'en gros toutes les communications des citoyens français, en tout cas une part importante des communications Internet des citoyens français, passeront sous le coup de ce régime dérogatoire au droit commun qui est mis en place par ailleurs dans le projet de loi. Et donc cette surveillance internationale, elle permet quoi? Elle permet en fait de placer des mouchards en cœur de réseau sur des, notamment, enfin, on pourrait évoquer le programme Upstream de la NSA qui consiste donc à placer des dispositifs d'analyse et de collecte du trafic en temps réel pour connecter ces données, sachant que ces dispositions sur la surveillance internationale organisent l'omerta puisque les modalités de surveillance feront l'objet d'un décret non publié, que la loi ne précise pas du tout les modalités de conservation, de destruction et de contrôle des autorisations en matière de surveillance internationale. Bref, en fait, ça ressemble parfaitement à la section 702 de la loi FISA aux États-Unis, sur laquelle s'est fondée la NSA, notamment pour les programmes Upstream. Donc là encore, une inspiration anglo-saxonne assez manifeste. Et quand on regarde également l'article qui immunise les agents des services en matière de criminalité informatique dès lors que celle-ci est conduite dans le cadre de leur mission en dehors des frontières nationales, en gros, c'est une immunisation et donc un laisser-faire en matière de criminalité informatique, et ce qui là encore fait écho aux révélations sur les pratiques de hacking au sein des services de la NSA et du GCHQ ou même de l'agence canadienne qui ont fait l'objet de révélations ces dernières semaines. Donc voilà, et sans parler donc des modalités de contrôle a posteriori qui sont effectivement démantelées, même celles qui existaient dans le droit actuel, notamment la possibilité pour la CNCIS de faire des visites programmées ou inopinées dans les locaux des services de renseignement ne figure pas dans le projet de loi. Et on pourrait enfin parler de la manière dont effectivement le champ d'intervention, au travers de l'élargissement des motifs d'intérêt public justifiant les activités de collecte de renseignements, sont élargis à des choses très vagues. Par exemple, quand on a évoqué les violences collectives, quand on parle également des engagements internationaux, on l'invoque pour justifier la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, un argument qui rappelle certaines stratégies de propagande peu reluisantes. Et qui, pour le coup, voilà, engagement international dans la loi, ça peut tout et rien dire, en fait. C'est extrêmement large et du coup, là encore, c'est un élargissement du champ d'intervention des services qui est complètement illégitime et qui devrait être abrogé. Voilà.